Bonjour et bienvenue à tous sur Crypto House. Aujourd'hui, on va parler d'une crypto super importante. On va parler tout simplement d'Ethereum et c'est pour tout de suite. Si le Bitcoin ça a été la première crypto-monnaie, son but c'est principalement de réaliser des transactions financières. De son côté, Ethereum c'est la première crypto-monnaie à utiliser les smart contracts sur la blockchain dans le but de réaliser des applications décentralisées. Donc c'est un monument au niveau de la blockchain. C'est d'ailleurs la seconde crypto au market cap juste après le Bitcoin. Donc en deux mots, on pourrait dire que Ethereum, c'est une plateforme qui permet de réaliser facilement des applications décentralisées en utilisant la technologie blockchain et les smart contracts. Donc au niveau des blocs, ce n'est pas simplement les transactions financières qui sont enregistrées, mais aussi les smart contracts. D'ailleurs, on pourrait comparer Ethereum à un super ordinateur qui permet de gérer des transactions financières et des smart contracts. Alors ici, le but de cette vidéo, ça va être une première vue sur Ethereum. On pourrait en parler vraiment des heures. Ce n'est pas non plus une explication sur comment fonctionne la blockchain Ethereum donc en détail. C'est plutôt d'avoir un premier aperçu sur Ethereum. Alors au début d'Ethereum, il y a eu un ICO qui a été lancé par son créateur qui s'appelle Vitalik Buterin. Et donc c'est un ICO qui a été lancé en juillet 2014 et qui s'est terminé en septembre 2014. À l'époque, il n'avait que 20 ans. Alors à l'époque, l'ICO offrait 2000 Ethereum pour un Bitcoin et ils ont récolté 31 529 Bitcoins, soit environ 60 000 tokens vendus. Donc il y a eu 12 millions de tokens qui ont été préminés, 3 millions pour la fondation, 6 millions qui ont été distribués parmi 85 contributeurs du projet. Et on a la liste ici, c'est vraiment public, des gens qui ont reçu donc des Ethereum à l'époque. Alors, il y a aussi 3 millions qui ont été pour ce qu'ils appellent le Developer Purchase Programme. Et donc, on arrive en tout aux 12 millions. Donc, à l'époque, le Bitcoin était à 580 euros. Donc, vous aviez 3,44 Ethereum pour 1 euro. Donc, ça faisait l'Ethereum à 29 cents. Si on regarde où on en est aujourd'hui, donc Ethereum est situé ici en seconde position. Pendant un moment, il s'est fait dépasser par le XRP. Ça, c'était en début d'année 2019. Je crois que c'était en février. Non, c'était en novembre 2018. Et il est revenu en seconde position en février 2018. Et depuis, il est resté fortement en seconde position. On voit d'ailleurs qu'en termes de market cap, il y a une grosse différence aujourd'hui. XRP est à peine à 12 milliards alors que Ethereum est quasiment au double à 22 milliards. Mais on est très très loin du Bitcoin qui est à 211 milliards en capitalisation. Alors si Ethereum aujourd'hui est loin des, j'ai dit 29 cents par Ethereum, il est aujourd'hui à 211 dollars, mais il est très très loin de son plafond qui avait été atteint, on va voir, en janvier 2018. Alors si on a le Bitcoin aujourd'hui, il est quasiment revenu au plafond, hein, puisqu'il est en ce moment aux alentours de 12 000 dollars, alors que Ethereum est très très loin des 1400 dollars qu'il avait atteint ici le 13 janvier. Parce que si on regarde ici, on voit que depuis le 11 janvier, il a quasiment fait que décliner. Il est remonté ici début juillet à quasiment, je crois qu'il a touché les 300 dollars. Et puis depuis, il n'a fait que redescendre à nouveau. Alors Ethereum n'est pas limité en maximum de tokens. Hein. Aujourd'hui, il y en a 107 millions. Et tous les jours, il y a des tokens qui sont créés
par les mineurs, et c'est pour l'instant un consensus en Proof of Work. Alors, où acheter de l'Ethereum? Là, c'est assez facile parce que avec le Bitcoin, c'est le token le plus référencé et il y en a vraiment partout. Personnellement, moi, je préfère les exchanges qui sont régulés, donc comme par exemple Bitstamp, comme par exemple Kraken et éventuellement Coinbase. Ce sont vraiment des exchanges qui sont assez sûrs parce qu'ils sont régulés, donc ils ont une licence, soit une crypto-licence, soit une licence pour certains bancaires. Alors, Ethereum est enregistré à Zug, dans la crypto-vallée en Suisse, depuis juin 2014. Alors, le réseau Ethereum a finalement ensuite été lancé en juin 2015, et donc c'est une blockchain publique qui est open source. Il existe aussi une version pour les entreprises qui est avec permission, donc privée. Alors, il y a ici un yellow paper, donc c'est pas un white paper, il fait 39 pages et je vais laisser donc le lien dans la description. Donc comme pour le Bitcoin, c'est une blockchain qui permet de faire des transferts financiers. On peut tout à fait utiliser Ethereum pour faire des achats sur Internet ou dans des magasins, exactement comme le fait le Bitcoin. Mais par rapport au Bitcoin, il ajoute la fonction Smart Contract. C'est vraiment le gros changement et la révolution qu'a introduit Ethereum, c'est donc les smart contracts. Alors, ils sont développés principalement en Solidity, mais il y a aussi comme langage Serpent, LLL et Mutant. Alors, si on rentre un petit peu plus dans les caractéristiques d'Ethereum, le hash function, c'est le Keccak. Alors, le consensus, c'est aujourd'hui Proof of Work, mais on va voir que on est en train de maintenant, ou la fondation est en train de réfléchir à passer en Proof of Stake. Ça fait déjà plusieurs mois que c'est en gestation, mais pour l'instant, l'algorithme utilisé, c'est EthaHash. On mine alors de l'Ethereum avec soit des GPU, alors des GPU très puissants, ou alors avec des ASIC. Et à titre d'information, en 2017, il y a eu 9,2 millions de nouveaux Ethers qui ont été minés. Donc, Ether est le nom du token pour la blockchain Ethereum. Alors, il y a un bloc tous les 14 à 15 secondes en moyenne, et en termes de performance, on est plus ou moins à 25 transactions par seconde, ce qui est aujourd'hui le gros point faible d'Ethereum. Donc le Bitcoin a ce point faible, mais Ethereum a exactement la même lacune, surtout comparé aux nouvelles blockchains qui, elles, ont des centaines, voire des milliers, et pour certaines des dizaines de milliers de transactions à la seconde. On va maintenant s'attarder un petit peu plus aux composantes d'Ethereum et aux différentes couches. Donc, en plus du token, ce qu'il faut savoir, c'est que Ethereum fonctionne sur des machines virtuelles, donc il fonctionne dans le cloud, mais c'est un cloud spécifique qui permet d'exécuter donc les scripts, et ces machines virtuelles s'appellent EVM pour Ethereum Virtual Machine. Donc, c'est cette première couche qu'on retrouve ici en bas. Ensuite, on a la couche des smart contracts, donc qui sont développés en Solidity. Et pour exécuter le smart contract, il y a une monnaie interne, un carburant si on peut dire, qui fait fonctionner les smart contracts, et ça s'appelle le gas. Alors, il y a une tarification spécifique pour le gas. Le prix du gaz est fixé à 10 zabos, et un zabo, c'est environ 1 100 millième d'Ethereum, donc un gaz égale 0.0001, donc 4 0 et un 1, et un gaz permet d'exécuter une ligne de code. Donc plus vous avez un smart contract qui est long et complexe, plus en fin de compte ce sera cher à l'exécuter. Donc ce concept permet notamment de lutter contre le spam, puisque chaque exécution d'un smart contract coûte de l'argent. Si ça coûtait rien, il y aurait beaucoup de hackers qui essayeraient de congestionner le réseau pour qu'on ne puisse plus l'utiliser. Alors aujourd'hui, ensuite, il y a la couche applicative. Une fois qu'on a développé les smart contracts, on peut faire des applications par-dessus. Et il y a aujourd'hui, alors sur ce site qui référencie les applications dans plusieurs blockchains, si on va ici sur Ethereum,
on voit qu'il y a 1854 applications qui sont référencées. Donc les plus célèbres, par exemple, il y a MakerDAO, il y a Chainlink, il y a BAT, il y a Omisego, il y a Polymath, il y a Augur, il y a 0x, aussi le fameux jeu CryptoKitties. Bref, il y a énormément d'applications qui sont développées aujourd'hui sur Ethereum. C'est, je pense, la blockchain qui est aujourd'hui les applications les plus importantes. Il y a parfois des blockchains qui peuvent avoir plus d'applications développées, mais ce seront des petites applications, alors que là, ce sont vraiment des applications très très importantes et qui sont utilisées elles-mêmes par les entreprises. Alors il y a de nombreux wallets, bien sûr, pour Ethereum, puisque c'est une des crypto-monnaies les plus répandues au monde. Alors il y en a un ici sur GitHub, mais moi personnellement, je préfère utiliser MetaMask. Ou alors, si vous voulez utiliser un hardware wallet, vous pouvez utiliser le Nano X ou Nano S de la société Ledger, qui, soit dit en passant, est une société française à Paris. Alors, il y a bien sûr un explorer de blocs, c'est l'Etherscan. C'est exactement le même explorer pour tous les tokens qui sont aussi développés sur Ethereum. Et donc là, vous avez différents menus et vous pouvez donc regarder toutes les transactions qui ont lieu sur la blockchain. Vous pouvez avoir aussi des informations en mettant ici votre adresse sur ce que vous avez exécuté comme transaction avec votre adresse. Donc mettez pas ici votre clé privée, mettez votre clé publique, bien sûr. Ne jamais mettre sa clé privée sur un site internet. On va regarder maintenant les personnages clés autour d'Ethereum. Et bien sûr, la figure emblématique d'Ethereum, c'est d'abord Vitalik Buterin, qui est donc le créateur d'Ethereum. Alors, il est né en 1994 en Russie. Aujourd'hui, donc, il n'a que 25 ans. Il est né en Russie, mais il a la double nationalité russe et canadienne, car il a quitté la Russie alors qu'il n'avait que 6 ans pour suivre donc sa famille qui est venue s'établir au Canada. Alors, il a étudié au Canada dans l'université de Waterloo. Il a d'abord découvert les technologies blockchain et les crypto-monnaies via le Bitcoin, c'était en 2011. Et il a été rapidement enthousiasmé par cette technologie et par son potentiel. Donc, il a fondé d'abord Bitcoin Magazine en septembre 2011 et après 2 ans et demi d'expérience sur la technologie et les applications de la blockchain, il a écrit le livre blanc Ethereum en novembre 2013. Et il dirige maintenant l'équipe de recherche d'Ethereum et il travaille sur les futures versions, sur les futures évolutions d'Ethereum. Alors une autre personnalité importante qui aujourd'hui a quitté Ethereum, en tout cas la fondation, c'est Joseph Lubin, qui a aujourd'hui 55 ans et donc qui est avec Vitalik Buterin ici le cofondateur d'Ethereum. Mais aujourd'hui, il s'occupe de sa société qui s'appelle Consensys, qui est la plus grosse société au monde de développement sur Ethereum. Donc Joseph est canadien, mais il a fait ses études aux États-Unis dans le New Jersey. Une autre personnalité importante, c'est tout simplement Charles Hoskinson, qui était aussi un des cofondateurs d'Ethereum, et il a quitté Ethereum pour fonder aujourd'hui Cardano, qui est une blockchain concurrente. On va maintenant regarder les évolutions futures d'Ethereum. Avant d'arriver aux évolutions, on va regarder ce qui s'est un petit peu passé dans le passé, notamment en juin 2016, où il y a eu un gros hack d'Ethereum qui s'est appelé le DAO hack, où 3,6 millions d'Ethers ont été volés. Donc une partie de la communauté dont Vitalik a souhaité faire marche arrière et repartir vers une blockchain avant le hack, et l'autre partie a souhaité rester sur le concept d'immutabilité de la blockchain et donc continue la blockchain telle qu'elle est après le hack, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Ethereum classique. Donc il y a eu un split, un fork, comme on le dit dans le langage, de la blockchain pour avoir d'un côté Ethereum avec Vitalik Buterin et une autre communauté à côté qui continue à faire évoluer Ethereum classique. Alors, il n'y a pas vraiment une roadmap à proprement parler, c'est pas non plus très très clair.
Il faut regarder dans GitHub, il faut regarder les différents articles sur les blogs, mais disons qu'il y a 3 projets principaux pour le futur d'Ethereum. Alors la prochaine évolution d'Ethereum devrait arriver le 3 janvier 2020 sous le nom de code Casper V2. C'est tout simplement le changement de consensus, donc de Proof of Work vers Proof of Stake. Alors pour cela, il va y avoir la mise en place de ce qu'on a appelé une difficulty bomb, c'est-à-dire que le niveau de difficulté de minage va augmenter. Et donc petit à petit, le but sur une période de 18 mois est d'augmenter la difficulté du concept de Proof of Work pour que petit à petit les mineurs passent vers le consensus de type Proof of Stake. Par ailleurs, à la même époque, la récompense va passer de 3 à 2 Ethereum. Alors il y a même une nouvelle évolution qui date donc de juillet 2019, qui dit que le reward par bloc risque non pas de passer à 2, mais risque de passer à 0,2, donc 10 fois moins que ce qui était prévu. Donc ça, c'est à suivre dans les prochains mois. Alors si Casper va permettre de changer le consensus d'Ethereum, de Proof of Work vers Proof of Stake, il y a des grosses évolutions que toute la communauté attend, c'est d'améliorer la vitesse de transaction d'Ethereum, qui aujourd'hui a 25 transactions par seconde. Ce n'est pas suffisant. Et donc il y a 2 concepts qui vont être appliqués dans la vie d'Ethereum. D'un côté, il y a le sharding, de l'autre, le plasma. On va commencer par le sharding. Donc, sharding en français, ça veut dire fragmentation. Donc, c'est ce qu'on appelle un scaling horizontal de niveau 1. Et c'est déjà un concept qui est utilisé, en fin de compte, dans les bases de données traditionnelles. Alors, c'est un système de partitionnage horizontal de la donnée qui permet d'obtenir de meilleures performances. Donc Ethereum est ici partitionné en plusieurs sections et chaque full node vérifie la section appelée shard. Et donc ça va permettre d'améliorer grandement la vitesse d'Ethereum. Alors l'autre technologie qui va permettre d'améliorer grandement la vitesse de transaction d'Ethereum, c'est la technologie Plasma. Alors là, c'est une technologie de vertical scanning de niveau 2 et qui est appelé aussi hors chaîne. Comme on le voit ici sur ce schéma, on a ici la chaîne principale Ethereum et puis on a autour des chaînes appelées Plasma qui vont, elles, valider des transactions et on voit qu'il y a des micro-paiements, il peut y avoir des transactions de réseaux sociaux, d'exchange, de private blockchain et donc ces sidechains, exactement comme pour le Bitcoin avec le réseau Éclair, le Lightning Network, sauf qu'ici, cette technologie s'appelle le Redon Network. Et donc, ces chaînes externes vont valider des blocs qui vont être ensuite consolidés simplement sur la chaîne principale. Et donc, ça va démultiplier vraiment les performances d'Ethereum. Alors, à savoir aussi qu'on peut tout à fait combiner le concept de plasma et le concept de sharding. C'est d'ailleurs ce qui risque d'arriver à un moment ou l'autre de l'histoire d'Ethereum. Alors, ensuite, Ethereum a ce qu'on appelle l'Enterprise Ethereum Alliance avec plein de sociétés qui les supportent. Il y a une liste vraiment qui est très grande avec des très grands noms. Les plus grandes entreprises de la planète aujourd'hui au niveau informatique sont rentrées dans cette alliance pour travailler, pour développer la blockchain Ethereum. Là, je me suis arrêté sur une page. Je vois ici LG, donc le géant coréen. Ici, je vois Microsoft, je vois March, Nomura au Japon. Bref, il y a énormément de sociétés. Et ça, c'est un des gros points forts d'Ethereum. Alors, si vous voulez des informations et participer à la communauté Ethereum, vous allez ici en bas sur le site. Vous avez bien sûr le GitHub. Vous avez ici un Twitter. Donc, si on va sur la chaîne Twitter, il y a aujourd'hui 447 000 abonnés, ce qui est bien pour un projet blockchain.
Et donc là, vous aurez toutes les informations relatives à Ethereum. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de Vitalik Buterin. Il tweete aussi énormément. Et il y a ici un blog, donc l'Ethereum blog, dans lequel vous avez aussi énormément d'informations. Alors, si on parle maintenant de la concurrence, alors si Ethereum a été la première plateforme avec les smart contracts, il a fait des émules parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de concurrence. Si on regarde ici dans le top 10, il y a d'abord EOS. EOS qui est considéré comme le Ethereum killer. Bon, on en est loin en tout cas aujourd'hui d'avoir tué Ethereum, mais bon, c'est un des prétendants ici. On descend ici, il y a Stellar qui permet aussi aujourd'hui de développer des smart contracts. On a Tron, donc la blockchain chinoise. On a Cardano, donc si vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, Monsieur Hoskinson, donc, qui était un des cofondateurs d'Ethereum, qui a monté sa propre blockchain, donc ici en 13e position. On a ensuite Tezos, un couple franco-américain, enregistré aussi en Suisse. Toujours dans le top 20, on a Neo. On a, donc ça c'est chinois, on a IOTA qui est plutôt spécialisé pour la partie IoT. Et en 20e position, on a Ethereum classique, puis après il y en a plein comme Cosmos, NEM. Il y en a des centaines aujourd'hui. Alors on en arrive maintenant à la conclusion. On va d'abord regarder les points négatifs, puis les points positifs. Donc on a vu dans la vidéo, une des grosses lacunes d'Ethereum, c'est sa vitesse de transaction, ce qui rend difficile aujourd'hui l'utilisation d'Ethereum à grande échelle. On l'a vu notamment quand il y avait un pic en fin 2017 avec le jeu CryptoKitties. Il y avait eu tellement de succès que ça avait quasiment paralysé la blockchain. Le prix des transactions avait explosé, il fallait énormément de gaz pour passer une transaction, et puis c'était revenu super cher. Donc il faut vraiment que l'équipe d'Ethereum s'attaque à ce problème majeur. Alors, ils sont en train de faire, on a vu, on a le plasma, on a le sharding, on a le proof of work, proof of stake, donc tout ça est à venir. Le problème c'est que toutes ces évolutions ont été déjà retardées. On pensait que 2019 serait l'année des évolutions. Maintenant, c'est 2020. Peut-être que ça va encore être retardé. En tout cas, de façon historique, on voit que l'équipe d'Ethereum prend énormément de temps, alors que le 10 juillet, par exemple, Tron a annoncé le réseau éclair. Ça avait été annoncé 6 mois avant, donc pas le réseau éclair, pardon, le réseau Sun, qui est une sorte donc de sharding ou de plasma pour la blockchain Tron. Donc des blockchains qui n'existaient pas il y a 2 ans sont aujourd'hui plus performantes qu'Ethereum. Donc ça c'est encore un danger important, le retard sur la roadmap. Ensuite, ce retard fait que il y a de plus en plus de projets concurrents qui se créent, parce que même si aujourd'hui Ethereum est la blockchain la plus utilisée avec la plateforme Smart Contract, comme ils ont beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de concurrents qui sont mis en place. Et donc on a vu EOS, Cardano, Tron, et petit à petit, toutes ces blockchains sont en train de grignoter du terrain à Ethereum et ont des use cases dans des entreprises réelles. Alors côté positif, heureusement, il y en a beaucoup. D'abord, Ethereum, ça a été la première plateforme avec les smart contracts. Et comme le Bitcoin, la première plateforme donc, pour faire les transactions financières avec la blockchain. Malgré le fait qu'il y ait plein de crypto-monnaies, aujourd'hui, toutes les entreprises, tous les fonds d'investissement n'ont lieu que pour le Bitcoin. Et après le Bitcoin, aujourd'hui, la seconde crypto qui est la plus solide, ça reste Ethereum, malgré que Ripple ait essayé de faire avec son XRP, de grignoter un petit peu des parts de market cap l'année dernière. Aujourd'hui, ils sont très très loin derrière. Et une des rares cryptos qui arrivent à se maintenir à des niveaux corrects, c'est Ethereum, parce que ça a été la plateforme numéro 1.
Et malgré toutes ces lacunes aussi, il faut dire que tous les jours, il y a des nouvelles entreprises qui commencent à développer des projets sur Ethereum. Il faut voir que quand vous êtes une entreprise, est-ce que vous voulez prendre le leader du marché ou vous allez peut-être prendre une blockchain plus performante mais qui n'est pas très utilisée? Est-ce que vous allez prendre ce risque? Parce qu'on sait que Ethereum sera toujours là dans 10 ans, alors qu'un Zilliqa, un QuarkChain, un EOS peut-être ne seront peut-être plus là dans quelques années. Aussi, une des forces d'Ethereum, on l'a vu, hein, c'est cette alliance. Alors, je ne sais pas où j'ai mis l'article, mais d'avoir des centaines et des centaines de sociétés et vraiment les leaders du marché qui sont dans une alliance avec vous, qui participent au développement de la blockchain, c'est super important et ça c'est un des gros atouts d'Ethereum. Alors même si aujourd'hui Ethereum est un peu en retard par rapport à certains concurrents, ce qu'il faut voir c'est que le jour où il passe Caspar, le jour où il passe le sharding, le jour où il passe le plasma, ils vont faire un bond en avant, ils vont rattraper leur retard. Et là, ça va faire mal à toutes les autres blockchains parce qu'elles n'auront plus vraiment d'arguments. Ethereum sera au même niveau, voire plus performant, et en plus sera utilisé par beaucoup plus d'entreprises. Donc je pense que Ethereum risque de frapper fort dans les années à venir. Alors, dites-moi ce que vous pensez, vous, d'Ethereum. Est-ce que vous pensez aussi que c'est un projet solide ou que, au contraire, toutes ces nouvelles blockchains qui arrivent sur le marché vont grignoter des parts de marché, voire peut-être dépasser en market cap Ethereum? En tout cas, c'est ce que souhaite le projet EOS, c'est ce que souhaite le projet Tron, c'est ce que souhaite aussi Cardano. Laissez vos commentaires dans la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous avez les vidéos en exclusivité. Mettez un pouce vers le haut, c'est super important pour le référencement dans YouTube. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.